Bonjour et bienvenue au Congrès des DAF et des directions juridiques. J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Debré. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Vous êtes le vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Alors, dans cet environnement en constante évolution, on n'arrête pas de dire qu'effectivement, entre la transformation digitale et autres, l'entreprise doit se transformer pour innover. Finalement, est-ce que ça concerne aussi les fonctions administratives de l'entreprise et les DAF et les directions juridiques dont on parle ici aujourd'hui ? Écoutez, oui, la question est bonne parce qu'en fait, le changement, c'est devenu un lieu commun. C'est tellement devenu un lieu commun qu'on a tendance parfois à le traiter de façon secondaire, ce qui est un tort. Et les directions administratives et juridiques sont au premier plan, voire à deux plans concernés, contrairement parfois à ce qu'on entend en disant « oui, mais l'administratif est moins concerné que peut-être que d'autres sphères », c'est faux. Pourquoi dis-je que les DAF sont concernés à deux plans ? Premièrement, parce qu'ils sont concernés dans leur propre fonctionnement, dans leur propre sphère juridique, administrative, financière, au premier chef. Et puis deuxièmement, parce que, étant au cœur de l'entreprise, ils seront inévitablement amenés à collaborer, à aider, à organiser, à assister, on peut le dire comme on veut, toutes les autres sphères de l'entreprise, même celles qui sont apparemment un peu lointaines de leur sphère à eux, mais ils seront également amenés à les accompagner, c'est certain. Donc oui, ils sont au premier rang du changement. Alors concrètement, c'est quoi les clés ? Comment on peut accompagner au mieux ce changement quand on est DAF ? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord avoir bien en tête que quand on dit changement à des gens, même de bonne volonté, même très compétents, mais qu'on leur annonce que les choses vont changer et beaucoup, il y a tout de suite un certain nombre de réactions qui... Surtout en France. Je vous laisse la responsabilité de ça, mais il y a tout de suite un certain nombre de réactions qui apparaissent quasiment automatiquement. C'est d'abord l'opposition. Non, pas pour moi. La résignation, on ne peut pas faire autrement. La négociation, on va quand même essayer de garder un petit peu ce qu'on faisait avant, on va quand même pas tout changer. Et puis au bout d'un moment, quand même, l'adhésion. Allons-y. Et puis on peut espérer qu'à la fin, il y a quand même la réussite. Alors, quand on comprend qu'il y a cet aspect, on l'a compris, réticence, adhésion, puis action, on n'a pas tout dit. Parce qu'à chacune de ces réactions correspondent des étapes. Des étapes qui, dans leur contenu, sont différentes d'une entreprise à d'autres, mais qui, dans leur organisation et dans leur succession, sont souvent les mêmes. D'abord, il faut démystifier le changement. Le changement fait peur, il faut donc expliquer qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur du changement, de quelque nature qu'il soit. Ensuite, il faut être capable de visualiser ce que veut dire le changement dans mon entreprise, dans mon contexte personnel. Ce que ça veut dire et surtout quels sont mes objectifs à la fin du changement. Ensuite, il faut imaginer la façon dont je vais organiser le parcours qui va m'amener à cet objectif. Ensuite, il faut qu'au sein de mes équipes, je détecte ceux qui seront plus facilement aptes, entre guillemets, à s'y mettre, et ceux qui peut-être auront davantage de réticence. J'organise, ensuite je mets en application la stratégie que je viens de citer et qui par définition est bonne puisque je l'ai bien réfléchie. Je fais accepter ces différentes étapes. Je reconnais, je salue, voire je récompense ceux qui ont compris la règle du jeu et qui s'y sont mis totalement. Et enfin, je mets en place un tableau de bord à double titre. D'abord, un tableau de bord qualitatif pour m'assurer que le chemin et l'objectif que je me suis donné est bien le bon. Et puis ensuite, un tableau de bord sous forme de calendrier pour voir que le changement que je mets en œuvre suit bien les étapes, certes, mais au bon timing également. Et puis enfin, je n'oublie pas quelque chose, mais que peut-être j'aurais dû dire en tout premier, c'est que le premier qui doit changer, c'est le manager, c'est le dirigeant. Parce que si lui-même fait de l'immobilisme, ça va être très très difficile de convaincre les autres qu'il faut bouger. Très bien. Et alors, quel est le rôle de l'expert comptable dans tout ça, dans tout ce processus-là ? Alors, les experts comptables sont concernés à plusieurs chefs par cette notion de changement. D'abord, ils sont concernés par leur propre cabinet, puisque un expert comptable, il ne faut pas l'oublier, avant d'être un expert comptable, c'est un chef d'entreprise. Une entreprise petite, moyenne, grande, mais c'est un chef d'entreprise. Donc, tout ce que je viens de dire qui s'applique aux entreprises s'applique aux entreprises d'expertise comptable qui sont des entreprises. Deuxième chef auquel les experts comptables sont confrontés au changement, c'est que, comme tout métier, comme beaucoup de métiers, presque tous, l'expertise comptable change. Si vous allez vous promener sur Internet, sur un moteur de recherche, et que vous regardez, vous allez trouver l'expertise comptable en low cost,
vous allez trouver de l'expertise comptable en ligne, vous allez trouver des nouvelles approches, vous allez trouver des tas de choses qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Donc pour le métier d'expert comptable, ça change aussi. Et puis enfin, troisième chapitre, l'expert comptable est concerné par le changement, tout simplement parce que l'expert comptable accompagne ses clients. Et chez ses clients, notamment les directeurs administratifs et financiers et les directions juridiques, qui souhaitent avoir à côté d'eux un partenaire, avoir à côté d'eux un regard extérieur qui forcément a davantage de recul. Et donc les experts comptables qui l'ont vécu, comme je viens de le dire, à d'autres chefs, sont tout à fait les hommes et les femmes de la situation pour accompagner les DAF. Et puis enfin, il y a une autre raison, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est important, alors on le dit comme ça souvent en passant, mais c'est important, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, c'est que l'expertise comptable est une profession réglementée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a une exigence de qualité, de compétence, elle a une déontologie, une éthique, et ça offre des garanties sans nul autre pareil. Il y a énormément de cabinets divers et variés qui ont sûrement des compétences, mais qui n'ont pas ça, puisque seule une profession réglementée offre ces garanties-là. Très bien, donc on n'oublie pas son expert comptable. Merci beaucoup. C'est un peu ça, oui. Merci. Merci.